Merci aussi à tous les participants pour votre attention et pour votre écoute tout au long de cet échange. Et nous allons du coup maintenant ouvrir le temps des questions, un échange de questions. Donc n'hésitez pas à les poser dans le chat si vous voulez ou à lever la main et voilà, participer à cet échange un peu interactif. Alors, dans le chat, Moi, j'ai une première on va question à Léa. Du coup, lorsque vous parlez de Socialter comme un magazine qui est engagé et votre choix de quitter X et de votre choix personnel aussi à quitter Meta, ma question c'est en fait, comment est-ce qu'on peut construire une alternative qui est crédible aux grandes plateformes sans tomber dans une sorte de logique niche et de pouvoir quand même toucher de quand même pouvoir toucher une audience, une plus grande audience. Alors, il y avait plusieurs questions dans une. Alors, sur la question de quitter, le choix de quitter les grandes plateformes vs être sur des plateformes alternatives et toucher moins de monde, comme je l'ai expliqué sur le choix de quitter X et d'aller sur Blue Sky, nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, on avait plus d'interactions et donc potentiellement, enfin, moins de followers mais plus d'interactions de qualité, donc potentiellement des gens qui vont vraiment lire les articles, qui vont venir à nos événements. Nous, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on essaye de plus en plus d'inciter les lecteurs à s'abonner directement à notre newsletter pour plus dépendre de médias sociaux, parce qu'en fait, on peut informer aussi notre lectorat directement. Euh, Bien sûr, les réseaux sociaux, ça permet d'avoir des gens qui vont tomber sur un article, qui vont partager nos articles, etc. Mais je pense qu'on peut aussi développer d'autres canaux plus qualitatifs et, euh, et qui, bon, peut-être ne vont pas nous donner une audience très large, mais va nous permettre de fidéliser des lecteurs et d'avoir des personnes voilà, qui vont s'abonner, qui vont parler de Socialter autour d'eux. Euh, L'idée, c'est de privilégier peut-être le qualitatif par rapport au quantitatif. Et en tant que journaliste, et il y a plein de journalistes qui sont présents sur les réseaux sociaux aussi pour, notamment moi quand j'étais journaliste indépendante, c'était une manière de relayer, de partager mon travail, de montrer. On a un peu cette injonction à être toujours plus présent en ligne, de publier de plus en plus de contenu pour montrer qu'on est là. Donc et je trouve que c'est assez chronophage, personnellement. Bon, maintenant que je suis en poste, je me pose moins la question de forcément me plier à ces logiques extérieures. Mais ouais, c'est un choix, je pense, à la fois collectif et personnel. Enfin, pour le cas de Socialter, là, je parlais plus de mon expérience personnelle de publier ou non sur les réseaux sociaux, mais c'est voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Désolée, c'était un peu parti un peu dans tous les sens. En tout cas, ce que je trouve intéressant dans ce cas-là, c'est que, et ça s'applique aussi dans votre cas, Ariane, c'est qu'il y a euh, un vrai dilemme entre valeur et le côté business aussi des choses. Ça veut dire que vous êtes complètement ancré dans vos valeurs. Par exemple, le cas de Philomag, où vous êtes par exemple, il y a cette notion de poser vos téléphones donc en fait, ce qui est intéressant ici, c'est comment est-ce qu'on peut rester ancré à ces valeurs et en même temps survivre dans le sens où c'est un peu avec une audience qu'un business pourrait avancer. Donc c'est plutôt une question de comment est-ce qu'on survit dans ce cas-là et que pensez-vous du futur? Est-ce que c'est une question que vous me posez ou je ne sais pas si Léa, vous voulez répondre? Ouais, que c'est pour vous de... Oui, oui, bah, les valeurs, en fait, on est en conflit en permanence tous les jours, même, je veux dire, le journalisme, c'est toujours se demander si on est en adéquation avec, voilà, est-ce qu'on fait une couverture sur tel ou tel sujet? C'est déjà, de toute façon, avoir une façon de s'exposer publiquement et de défendre un certain nombre de choses, même si le contrat de lecture de Philomag, enfin, le contrat de lecture, c'est vraiment quelle est la promesse éditoriale
qu'on adresse à nos lecteurs actuels et potentiels. Et il est celui de la réflexion, de penser, mais y compris penser contre soi-même, et de d'alimenter à sa manière un débat public. Donc, à chaque fois qu'on fait un article, d'une certaine manière, la question se pose, quoi. C'est, est-ce qu'on est là pour défendre certaines idées? Et si oui, jusqu'où et à quelles conditions? Et c'est vrai que là, on a fait des couvertures, enfin, il nous arrive de faire des couvertures assez engagées et d'autres qui sont beaucoup plus neutres. Donc, ça peut, je pense, aussi surprendre aussi d'une certaine manière. Et on est toujours, en tout cas, en train de repenser notre façon de nous présenter et de penser le monde. Le truc avec les réseaux sociaux, c'est que ça va, je trouve que ça va vraiment toujours très, très, très vite. Et c'est une adaptation permanente, c'est une adaptation technique, mais même sur des choses toutes bêtes. Là, j'étais encore en réunion tout à l'heure sur les graphismes Instagram. Ils ont changé, c'est plus le format carré, c'est le format vertical. Et c'est toujours très difficile de faire des choses bien quand on a l'impression qu'on court après le temps en permanence. Et je me demande si c'est presque pas une stratégie de déstabilisation des plateformes d'être toujours en train de nous prendre de court. C'est-à-dire que si on veut poser ses valises, réfléchir, écrire un article, on a l'impression que voilà, les choses sont toujours en mutation et c'est une adaptation qui rend aussi difficile le fait d'être un peu carré d'une certaine manière du point de vue des valeurs. Parce que quand tout est toujours mouvant, on se dit, bah oui, bah, dans ce cas-là, les principes aussi vont avec. Juste, j'ai pas dit, mais sur Meta, parce que vous l'avez souligné tout à l'heure, nous, dans la mesure où pour la France, on n'a pas vu de discours. Zuckerberg a fait un discours qui était complètement lamentable chez Joe Rogan. Moi, j'ai regardé les 2 heures et demie du podcast. C'était vraiment, c'était drôle tellement il était ridicule. On s'est dit que c'était vraiment pour l'instant un argument marketing pour soit racheter TikTok. Voilà. On savait pas trop. On considère pour le coup que les atteintes aux valeurs fondamentales on va dire, de la démocratie libérale n'ont pas été faites en France. Et par ailleurs, la politique d'EY, qui est la chose qui a été changée aux États-Unis, on n'a pas du tout enfin, la possibilité de savoir comment ça se passait en France. Je pense qu'ils ne vont pas s'amuser à communiquer dessus non plus. Donc, nous, on est resté dessus. Ça n'a rien changé de notre côté. Peut-être que c'est une erreur et peut-être qu'à l'avenir, on changera. Mais voilà. Et si je peux ajouter un petit élément sur les outils numériques, bah, par exemple Google, enfin sans parler des réseaux sociaux, en fait, l'usage de Google avec les dernières actualités, donc ils ont supprimé de leur calendrier la journée du droit des femmes, ils ont remplacé le Golfe du Mexique par le Golfe d'Amérique. Bon, là aussi, ça pose des questions, aussi en termes de souveraineté des données, parce que en fait, quand pour un média, on stocke des données sur Google, bon bah du jour au lendemain, je ne sais pas si Google décide de se retirer de l'Europe, bon, bah voilà, que deviennent ces données. Donc voilà, c'est plus largement, je pense, vraiment l'usage de nos outils numériques dans les médias et ailleurs, par exemple. Sébastien, si vous voulez poser votre question. Moi, j'aurais deux questions. Pour Léa Dang et Ariane, comment dire je me demandais si finalement Twitter avait pas changé et peut-être pour Claire Duriez aussi. Euh, Est-ce que Twitter n'a pas changé d'utilité pour les journalistes? Est-ce que finalement c'est moins s'exprimer sur Twitter que regarder ce qui se passe sur Twitter, les mouvements? Ça peut être intéressant. Vous parliez du côté de Philosophie Magazine, de la réflexion sur les valeurs, mais de faire une cartographie des valeurs qui sont exposées en ce moment sur Twitter ou sur X et des débats qui ont lieu et de pouvoir réfléchir à partir de là, ça peut peut-être avoir de l'intérêt. En tout cas, je pense qu'en tant que, peut-être pas en tant qu'acteur, mais en tant qu'observateur, peut-être que X peut redevenir un objet intéressant pour des médias. Et puis, ma deuxième question, peut-être pour Florian Gambardella et Claire Duriez également. Euh, En fait, on est enfin, de ce que j'entends, j'ai l'impression qu'on est en train de revenir de l'illusion de la communication de masse sur les réseaux sociaux, de l'illusion aussi du flux. Voilà, il faut être dans le flux et d'une forme d'obligation à se situer sur les réseaux sociaux, sur les nouveaux réseaux sociaux. Voilà, les marques se sont senties obligées d'aller sur Facebook, puis ensuite sur Twitter, puis sur Instagram, puis sur TikTok. Voilà, c'était un peu comme ça la course à la nouveauté. Et il fallait pouvoir être le premier sur les réseaux, identifier les signaux faibles, les réseaux qui allaient devenir puissants. Et c'était une course.
Et finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre la fin de cette course? C'est vraiment une question. Et de transformer aussi le métier de community manager en se disant qu'aujourd'hui, on est davantage dans la stratégie, dans le contenu qualitatif, dans le conseil, et vraiment dans le retour à la communication de ce qu'on s'est dit là, d'identifier les bons publics, d'essayer d'avoir des communications bien ciblées avec des publics bien précis en fonction de sa marque, de son institution ou de son média. Et j'ai l'impression qu'on essayait de faire dans la masse et qu'aujourd'hui, on est peut-être plus dans la dentelle. Voilà, en tout cas, c'est une question. Je peux répondre à la première question, du coup, sur le changement d'usage de Twitter vs X. Et alors, pour moi, complètement. Parce que, bon, ça faisait déjà, je pense, bien 2 ans que j'utilisais plus Twitter. Je pense même peut-être un petit peu même avant ou c'était peut-être concomitant avec le rachat de Musk. Et je n'ai pas supprimé mon compte X pour ces raisons, c'est-à-dire d'observation. Notamment, il m'a bien servi quand on a travaillé sur le complotisme, parce que j'ai dû retrouver des exemples de fausses informations sur le climat, notamment, qui avaient été propagées massivement. En fait, j'ai retrouvé euh, massivement ces informations sur X et sur TikTok. Et donc, ça m'a permis voilà, de pouvoir faire ces recherches, notamment sur quand il y a eu les inondations en Espagne. Il y avait pas mal de fausses informations qui étaient relayées sur la manipulation du climat. Et donc, voilà, ça m'a permis d'aller voir quels sont les comptes influents qui ont relayé ces fausses informations, de voir leur nombre d'abonnés, de voir le nombre de retweets, etc. Donc, et je pense que c'est toujours un outil, en effet, d'observation. Des pensées aussi d'extrême droite, de voir. Donc, je ne l'ai pas supprimé pour ces raisons-là, mais je ne poste plus rien dessus. Enfin, mon compte est complètement inactif. C'est d'ailleurs mis dans ma description. Voilà. Merci. Bah oui, moi j'ai eu la même expérience, c'est-à-dire que ça reste une petite lucarne à travers laquelle j'essaie d'observer, mais quand je me connecte, je me rends compte que les choses qu'on me suggère sont vraiment, c'est du contenu haineux. C'est-à-dire que moi je suis suffisamment ancienne, on va dire. J'ai vu déjà le Twitter changer avant même qu'évidemment X arrive. Et ça, 2009, 2010, 2012, le mariage pour tous pour moi était vraiment un moment où Twitter a changé de nature et de dimension aussi, mais c'était un réseau social qui était vraiment pour les pairs, c'est-à-dire pour les journalistes. Après, il y a eu d'autres, il y a eu des influenceurs, il y a des sportifs, beaucoup, il y a eu la télé-réalité, donc après, il y avait des niches. Mais c'était vraiment une sorte de grand salon conversationnel, où on pouvait faire une sorte de grande conférence de rédaction tous les jours, et on avait notre fil Twitter. Moi, je travaillais avant chez France Télévisions, on avait le fil Twitter, c'était comme le fil AFP, quoi, et parfois même plus intéressant que le fil AFP, puisqu'on avait le fil AFP sur Twitter. Mais il y avait le conversationnel, il y avait le concernant, il y avait les petites polémiques, le buzz, etc., qui permettaient de faire des petits papiers rebonds et qui étaient, et en un sens, ça avait son utilité. Petit à petit, c'est devenu quand même un endroit avec beaucoup plus de conflictualité. Les politiques n'ont pas aidé, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment pris beaucoup, beaucoup d'ampleur. Les campagnes 2012, mais 2017, là, il y a quelque chose qui a quand même aussi rebasculé. Et aujourd'hui, je constate quand même que la polarisation du débat public, j'ai pas envie de dire que les extrêmes se rejoignent du tout, mais de fait, il y a évidemment l'extrême droite qui fait vraiment son nectar de ce site, mais je suis étonnée que LFI, par exemple, aillent toujours sur Twitter, mais je pense qu'en fait, leur stratégie de bordélisation correspond bien avec X aujourd'hui. Ils sont très peu sur Blue Sky, par exemple. Et j'aurais attendu, il se trouve qu'il y a des parlementaires écolos, je crois, qui sont partis. Il me semble que Sandrine Rousseau, par exemple, a fait le choix de partir, parce que, il y a, je pense, un respect de certaines normes démocratiques, notamment conversationnelles, un petit peu respectueuses, j'imagine, de règles que Jürgen Habermas pourrait défendre, c'est-à-dire une forme de rationalité dans le débat public, qui n'est pas ce que tous les parlementaires, les dirigeants, les influenceurs, les intellectuels forcément défendent. Évidemment, les scientifiques, comme vous disiez tout à l'heure, eux, c'est niet, quoi. Mais donc, c'est quand même, il y a une espèce de prime à la polarisation sur X aujourd'hui que je trouve qui n'est plus intéressante, y compris d'un point de vue professionnel. Et je veux dire, même d'un point de vue personnel, enfin, le pro et le perso se rejoignent sur cette question, mais il y a une fatigue informationnelle qui fait que quand on a quitté X, on se rend compte que, enfin, ça va mieux, quoi. On a l'impression que on n'est pas en train de se faire engueuler en permanence et que le monde ne se réduit pas à de la conflictualité
même si on est paradoxalement en train de glisser à grande échelle vers, euh, pas la guerre, mais en tout cas une reconfiguration du monde qui est tout à fait inquiétante. Voilà, donc je pense honnêtement de ne pas perdre grand-chose en n'ayant plus cette lucarne, parce que voilà, les polémiques de toute façon sont reprises par les confrères qui continuent de faire leur travail. Et à titre, en tout cas pour Philosophie Magazine, on n'a plus vraiment de sujets qui émergent dans nos conférences du jeudi, qui viennent de Twitter et ça nous, de X, et même ça nous permet d'une certaine manière de penser en dehors et d'aller chercher d'autres choses un peu à l'ancienne, des reportages, des questions existentielles, mais qui ne sont plus, ah, j'ai vu une polémique, tiens, j'aimerais faire un papier dessus. Ça nous intéresse beaucoup moins qu'avant. Je peux peut-être prendre une partie de la deuxième question si vous voulez. Sur la partie mass média, est-ce que c'est la fin du mass média? Moi, j'en suis pas convaincue pour le coup, parce que j'ai quand même le sentiment que nos usages et les valeurs, les questionnements qui nous occupent particulièrement ce soir, mais qui, moi, dans le cadre de la ville de Paris, m'ont occupé plusieurs mois et c'était déjà le cas auparavant par ailleurs, c'est pas forcément des questionnements qui sont encore très généralisés dans la société. Les gens se posent des questions, effectivement, mais finalement, pas au point de couper les réseaux majeurs. Enfin, d'ailleurs, on voit qu'il n'y a pas de mouvement massif de désabonnement, que ce soit sur Twitter ou sur Meta. Il n'y a pas de désabonnement, enfin de sortie non plus massive de Google, comme Léa en parlait tout à l'heure. Et globalement, on est quand même beaucoup dans des stratégies de consommation d'habitude. En fait, les gens ont pris l'habitude des réseaux, ils s'y trouvent bien ou pas bien, mais ils y sont et ils le consomment de manière assez industrielle au quotidien. Quand on voit les chiffres de consommation des réseaux sociaux des jeunes générations, notamment sur TikTok ou sur Snapchat, qui est un réseau hyper important en France, pour cette catégorie en tout cas de population jeune, c'est quand même assez édifiant, assez massif. Donc, ces questions-là, finalement, faut aussi faire attention. On est tous dans des bulles de filtre, qu'on ait quitté Twitter ou pas. Il faut quand même se dire que ces choses qui nous occupent, nous, beaucoup, n'occupent pas non plus la majorité aujourd'hui des Françaises et des Français, et notamment des plus jeunes. On peut ressentir beaucoup de phénomènes de fatigue informationnelle. Enfin, c'est une évidence. J'ai l'impression que ces sujets de fatigue internationale vont concerner l'actualité nationale, notamment politique, l'actualité internationale, les sujets liés au questionnement sur le climat qui peuvent paraître très anxiogènes, mais finalement, les pranks un peu drôles sur TikTok, les recettes de cuisine, les trucs à faire, les sorties, ça a quand même toujours bien le vent. En fait, tout ce qui est lifestyle, entertainment, ça reste quand même très consommé sur les réseaux sociaux. Pour ce qui est de la question de est-ce qu'on ferait pas de la dentelle plus qu'auparavant, moi, j'en suis pas persuadée non plus. Enfin, pour le coup, j'ai pas l'impression que euh, nous, à la ville, et globalement, moi, dans mes expériences précédentes, on soit allé sur des réseaux pour aller sur des réseaux. Il y a certainement énormément de marques qui l'ont fait, et ça, j'en conviens. Mais j'ai l'impression que c'était beaucoup sur des sujets très grand public. Il y avait un peu cette course à être présent sur tous les réseaux. Pour moi qui ai toujours travaillé sur des sujets soit corporate, soit institutionnels, euh, finalement, cette recherche du sens, de la stratégie et des audiences, elle a toujours été clé. Si je parle vraiment de mon point de vue pour la ville de Paris, globalement, moi, je peux pas faire de la dentelle. Enfin, j'ai besoin de parler au plus grand nombre possible de Parisiens et de Parisiennes. Donc, le faire depuis Blue Sky, c'est un peu une illusion. En fait, je sais très bien que sur Blue Sky, je vais quand même pas toucher la majorité des Parisiens et des Parisiennes. Donc, finalement, cette approche aussi, c'est une approche qu'on peut se permettre quand on est quand on gère des réseaux sociaux pour des, des médias, des marques, des institutions qui vont adresser des sujets très précis, des communautés précises ou justement un petit archipel pour reprendre les termes de Florian de tout à l'heure. Mais en fait, il y a encore plein d'acteurs aussi aujourd'hui dans le paysage informationnel et social média français qui ont besoin de parler au plus grand nombre. Et c'est pas quelque chose forcément ça doit pas être un tabou et ça doit pas être non plus
une problématique qui est dénigrée parce qu'en fait, elle est très fréquente et il y a plein de comptes aujourd'hui, social media. Je pense particulièrement aux institutions qui ont besoin de s'adresser à une majorité de personnes. Comment le faire, c'est une toute autre question, très vaste. Et comment le faire de manière intelligente sans sacrifier non plus à la fois les valeurs de l'institution que l'on représente, ni la qualité du contenu. Effectivement, c'est quelque chose qui nous guide. Enfin, c'est vraiment, c'est un peu une boussole aujourd'hui dans notre quotidien social média, mais c'est pas quelque chose qui est plus fort qu'auparavant. En fait, ça a toujours été le cas. Définir l'audience et voir quels sont les meilleurs formats pour les différentes plateformes que l'on a investies pour parler le plus aux gens à qui on a besoin de s'adresser. Je peux prendre le relais pour compléter. Alors, en vrai, je suis à 100% d'accord avec tout ce que Claire vient de dire. Donc, mais si je peux peut-être rajouter un petit quelque chose, peut-être que on reste, oui, on reste clairement sur des réseaux de masse, de toute façon, qui continuent de gagner des utilisateurs actifs. Les mouvements sont quand même à la marge. Le kit TX a marché, et d'ailleurs a marché à la marge seulement, mais en fait seulement parce qu'en fait les gens étaient déjà en train de se déprendre en fait du réseau de toute façon, quoi. On se rend bien compte qu'Instagram ça marche pas du tout. On aboutit même sur Meta à des situations un peu comiques où j'ai vu des gens clamer sur Instagram qui quittaient Facebook où de toute façon j'y étais plus depuis 10 ans. Vous voyez, il y a un truc où d'une certaine manière, comment dire, et c'est comique, mais comment dire, je ne jette pas la pierre. C'est-à-dire, c'est aussi parce que les gens ont un usage en fait de ça, moi le premier, et on arrive à trouver finalement plus d'utilité dans leur vie quotidienne. Alors peut-être de l'utilité toxique d'une certaine manière sur certains aspects, de polarisation, d'addiction aux écrans, etc. Mais une utilité quand même en fait à rester sur ce réseau. Parce qu'en fait, si je remonte un petit peu sur d'autres choses que j'avais pris en note dans les questions, il y a la question de la course à la masse, en fait, d'une certaine manière, ces réseaux, justement, il y avait un moment où bah, enfin, ils sont complètement construits sur la logique du winner takes all, c'est-à-dire qu'en gros, ils sont d'autant plus utiles qu'il y a d'autant plus de gens sur ces réseaux. Donc, en fait, d'une certaine manière, les réseaux émergents ne peuvent être par définition que communautaires, c'est-à-dire en gros, atteindre un niveau d'intérêt à partir du moment où on atteint une proportion assez importante de gens, donc en gros, bah, il y a moins de scientifiques. Donc, à partir du moment où un petit nombre de scientifiques va sur Blue Sky, de base, l'intérêt, la valeur du réseau Blue Sky augmente plus rapidement pour les scientifiques que si c'est pour le grand public, la famille, etc., quoi. Donc, quand même, les réseaux actuels, justement ceux qui sont basés sur cette logique que je disais un peu du profil, de l'entreconnexion de profil versus un Reddit qui est plus une logique de discussion sur le long terme, ça a été quand même une création, comment dire, dont on voit tous les travers aujourd'hui. Mais il y a 15 ans, comment dire, on voyait ça comme une sorte de réalité géniale, hein. C'était l'utopie d'une agora un peu généralisée, avec une stratégie commerciale de ces entreprises derrière, qui était aussi au départ comment dire, de ne montrer que les bons côtés, quoi. Et après, bah, ils ont bien fallu, dans un premier temps, se monétiser. Et progressivement, bah, il y a eu de plus en plus d'intégration de publicité, de modification des algorithmes pour inciter les marques et à mettre de l'argent dessus pour exister, pour inciter, augmenter en fait l'addictivité des réseaux pour les utilisateurs parce que le temps du fait de rester sur les réseaux, bah, et c'est la manière de gagner de l'argent pour ces entreprises. Il y a quand même TikTok l'année dernière a essayé de mettre sur en Union européenne une version light, je crois qu'ils appelaient ça comme ça, de TikTok qui était quand même basée explicitement sur l'addictivité parce que plus on restait longtemps sur le réseau, plus on gagnait des points qu'on pouvait monétiser. Bon, c'est complètement, enfin, ça a été interdit heureusement parce que on était à la limite du jeu d'argent en fait. Euh, et donc, euh, et maintenant, en plus, on voit l'étape supérieure qui est de dire, en plus, non seulement on modifie le fonctionnement des entreprises, pardon, des réseaux sociaux, justement, dans le bénéfice d'une entreprise pour créer de l'argent, mais en plus, maintenant, c'est même dans le bénéfice purement politique, en fait, des possesseurs de ces médias, comme on peut voir d'ailleurs dans d'autres possesseurs de médias non sociaux, enfin, dans le débat public à l'heure actuelle. J'avais deux autres petits trucs que j'avais notés. Quand tu parlais aussi de l'observation, Sébastien, en fait, la capacité d'observation, ce que je trouve intéressant, c'est que justement, toujours dans cette logique d'Agora, au début, on en a parlé, on l'a évoqué, hein, toutes les API, tous les algorithmes, enfin, pas les algorithmes, mais en tout cas, les API étaient ouvertes, donc ce qui permettait aux scientifiques de pouvoir générer des graphes sociaux extraordinaires. Tout ça, ça s'est fermé progressivement, alors pour des raisons politiques, mais pas que pour des raisons commerciales aussi, parce que les entreprises avaient de moins en moins intérêt à ce que l'on puisse voilà, gérer se rendre compte à quel point en fait bah, il y avait une masse de données que l'on pouvait connecter. Et donc justement
le rôle de ces réseaux pour voir un petit peu l'état de la société, il est de plus en plus biaisé parce qu'en fait, non seulement parce que les réseaux se biaisent en termes de population, hein, c'est quand même une version de la population très particulière sur X, mais aussi parce qu'en fait, on n'a plus accès au quanti, quoi. On peut accéder qu'à une forme de quali et une forme de quali très spécifique, biaisée par l'algorithme. Parce que même les gens qui sont pas d'accord avec vous, que l'on voit sur Twitter, ils sont quand même biaisés par l'algorithme pour être des gens pas d'accord avec nous en fonction des choses qui nous intéressent. Et donc rien que là, en fait, déjà, la valeur en fait même qualitative de ce que l'on voit sur Twitter, enfin sur X, est questionnable. Et enfin, alors là, alors, je vais sur un truc un peu plus lié vraiment au métier en tant que tel. Quand tu disais est-ce que le community management va plus vers le conseil, ce que je trouve intéressant, en tout cas, c'est que pour moi, je l'ai dit, je pense que c'est nécessaire. C'est un moment, justement, où on se pose autant de questions, c'est nécessaire de se re-questionner. D'ailleurs, pas forcément juste dans la relation agence-client, mais en fait, c'est un moment où on se rend bien compte, en fait, tous les échanges qu'on a eus sont quand même basés beaucoup sur qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et quand on vient là, c'est le signe qu'on est obligé de remonter un peu en stratégie, etc. Et par ailleurs, bah moi, je me rends compte que sur le temps long, de toute façon, c'est un peu dans la plupart des agences, c'est un peu un mouvement qui va, quoi. Il y a soit des agences qui spécialisent dans la production de contenu presque industriel, et en fait, les autres remontent un petit peu en conseil, quoi, parce qu'il y a une forme de paupérisation du métier, une montée en compétences aussi plus généralisée, donc on a moins besoin d'être là pour vraiment de la production pure. Mais aussi, voilà, encore une fois, j'atterris sur ce que je disais, sur cette conviction, quoi. C'est ça qui est important en ce moment, et c'est là où on peut peut-être avoir une valeur ajoutée, euh, humblement, en tant que consultant.